Bonsoir, merci d'être là pour cette dernière soirée des rencontres. Comme d'habitude, je vais résumer ce que nous avons fait la veille. Le jour d'avant, on s'était quitté en soulignant qu'il n'y avait pas d'histoire sans manière de la raconter ou de les raconter. Et hier soir, donc, nous avons eu une certaine manière de raconter l'Anthropocène. Le film proposait un état des lieux, des technologies en particulier embarquées dans le réchauffement anthropocénique, tandis que nos deux invités experts du vivant, du climat, de la biodiversité, faisaient état de l'engagement documenté qu'ils incarnaient fort bien. La discussion a été un peu double, ou en tout cas elle balançait entre d'une part la confirmation de la réussite de cet engagement de nos invités et en même temps le succès un peu moins évident des actions qui devaient suivre cet engagement. Les questions donc ont suivi. Comment articuler la globalité d'une économie peu ou mal orientée quant aux coûts et bénéfices de décisions qui s'imposent pourtant et qui restent à prendre? Et comment combiner cette globalité donc avec la localité d'initiatives multiples, tout aussi visibles que l'engagement dont je parlais, mais qui, elles aussi, ces initiatives, ne semblent pas embrayer sur des décisions qui restent toujours à prendre. On a vu que savoir et ignorance faisaient une ronde assez bruyante, toujours renouvelée et difficile à troubler, sans perdre la confiance dont nous avons tant besoin. Ce serait alors peut-être le mot que je vous propose ce quatrième essai. Comme les trois précédents, au fond, nous avons été invités à demeurer dans un certain trouble, le trouble d'une apocalypse curieusement joyeuse. Mais en France, en français, on dit que les volcans nous font danser. Voilà. Voilà pour hier soir. Ce soir, comme vous savez, nos deux invités ne sont pas là. L'un d'entre eux nous a tout de même accompagnés pendant ces 4 derniers jours, mais Monsieur Gilles Clément a dû renoncer à venir à Bergerac, comme il a renoncé d'ailleurs à venir à Bordeaux demain pour les escales du livre. Pour remplacer tout ça, vous savez déjà que nous vous avons réservé une surprise dont nous vous parlerons plus amplement après la projection, c'est-à-dire un exercice que nous allons faire, puisqu'on se demande qu'avons-nous fait, qu'allons-nous faire. Eh bien, ce soir, sûrement, j'espère, on va faire quelque chose. Nous allons voir d'abord donc ce film, un documentaire de 57 minutes, et après quoi, Philippe et moi oserons prendre la place de nos vedettes absentes pour discuter avec vous, j'espère, de manière aussi vive que les fois précédentes. Merci beaucoup, à tout à l'heure. On vient de voir un film inédit en France et que Tapage s'est offert le luxe de payer les sous-titres en français à cause de cette chose unique. Voilà, merci beaucoup à Tapage et au luxe que cette association peut se permettre. Bien, alors en attendant que Philippe me rejoigne, je voulais juste dire 2-3 petites choses. Le titre général de nos rencontres, c'était « Qu'avons-nous fait et qu'allons-nous faire ?» Et même si on a pris beaucoup de précautions en disant qu'on pouvait toujours nous dire que c'était pas du tout ce qu'on fait ici dans des rencontres, puisque la rencontre, on cause, on discute, et on fait assez peu.
Eh bien, écoutez, on va profiter de l'absence de nos invités ce soir pour faire quelque chose dont vous savez déjà un petit peu ce dont il s'agit, mais Philippe va préciser tout ça tout à l'heure, puisqu'on vous a distribué un petit papier, moi aussi j'en ai un d'ailleurs, et on va essayer de le remplir ensemble. Donc ça, c'était pour faire dans notre titre. Et le titre d'aujourd'hui, c'est « Habiter nos ruines ». Alors, bon, c'est un titre qu'on aurait pu donner presque à nos 5 séances. Mais on doit ce titre à ce livre qui s'appelle « Le champignon de la fin du monde » d'une grande anthropologue américaine qui s'appelle Anna Tsing et qui a sous-titré son livre justement sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme, dit-elle. Voilà. Enfin, l'exercice sur lequel on va se mettre à bosser, en vous rappelant que vous nous interrompez quand vous voulez, il y a des micros qui se baladent dans la salle. Cet exercice, lui, il vient d'un autre livre, celui de Bruno Latour, le dernier petit livre qu'il vient de commettre et qui s'appelle « Où atterrir ?» et c'est là-dedans qu'on a trouvé ce que vous avez en main, ce petit interrogatoire. Rassurez-vous, ce n'est pas des copies d'école, on ne va pas noter, on ne va pas ramasser, n'ayez peur de rien, mais c'est quand même un petit clin d'œil au grand travail de Philippe et de ses élèves qui donc ont pu voir des films de ces rencontres et, ma foi, faire beaucoup d'exercices grâce à leurs profs aussi sur cette affaire. Voilà, Philippe, c'est à toi. Bravo, oui, vous avez raison. Parfait, je vais peut-être le prendre comme ça. Bien, bonsoir à tous. Je suis très content d'être assis à côté de Gilles Clamins et non pas Gilles Clémence, c'est presque pareil. Il est comme Gilles Clément, un très bon jardinier par ailleurs. On va pas ramasser les copies évidemment, mais si certains d'entre vous veulent laisser les documents à la fin, je vous expliquerai pourquoi, parce que j'ai fait un nuage de mots avec les réponses des élèves, et c'est assez intéressant de voir les mots qui ressortent le plus. Donc si vous voulez laisser ça à la fin, on ne va pas mettre de notes, en plus c'est anonyme, donc c'est très bien. Avant de vous présenter l'exercice, je voudrais revenir un peu sur le film. Donc Habiter nos ruines pour la soirée, c'était parfaitement bien trouvé, surtout les derniers plans, en tout cas la dernière thématique du film qui était proposé ce soir. Tu as parlé tout à l'heure de trouble, tu as utilisé le mot trouble. Je vais paraphraser Bruno Latour qui parle plutôt de désorientation. La désorientation, je l'ai ressentie face aux élèves de terminale. Je rappelle aussi que je n'étais pas le seul à faire ces travaux, puisqu'il y avait 7 profs de philo, d'anglais, de lettres, qui ont accompagné des classes de seconde et de terminale. Bon, malheureusement, il n'y avait pas de prof de sciences civiles de la Terre, c'est dommage, mais bon. Voilà, je passe. Donc, la désorientation, je l'ai connue, le trouble ou la désorientation des élèves. J'aurais montré quelques extraits. Et le but, c'était de préparer à cette enquête, ce que Bruno Latour appelle les cahiers de doléances, des orientations d'abord dans l'espace, puis dans le temps et dans le rôle à jouer. Dans l'espace, on le voit bien, c'est ce qu'on a vu dans le film, la grande accélération à partir de 1945, que ce soit la population, je ne reviens pas sur les différents critères qui montrent cette formidable accélération, les richesses qui sont produites, et aussi toute la déprédation sur la nature et les ressources. Des orientations aussi dans l'espace, puisque cette nature, moi quand j'étais au collège ou au lycée, en SVT, on avait une image de la nature, c'était la photosynthèse, il y avait aussi le cycle de l'eau, et l'homme était complètement absent. Je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant, s'il y a des collègues de SVT, ils ou elles pourront intervenir. Et l'homme était totalement absent de cette nature. Donc aujourd'hui, on voit très bien dans le film qu'il y a ce mélange, le fait que l'homme et la nature vivent, en tout cas sont ensemble, non pas l'un contre l'autre ou l'un à côté de l'autre. Et enfin, et c'est là où la désorientation était assez forte, dans le rôle que nous devons jouer, ils se sont sentis un peu comme ce qu'on a pu voir dans ces 4 derniers jours, impuissants. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Culpabilisés,
Oui, on nous apprend à trier les déchets. Il paraît qu'on a des téléphones portables, c'est pas bien, etc. Donc une certaine culpabilisation qui pèse sur leurs épaules. Et puis, pour revenir à la grande accélération, c'est vrai que ce phénomène s'est produit pendant la génération j'allais même dire pour la génération des 30 glorieuses qui ont profité de cette surexploitation de la planète. Alors, il ne s'agit évidemment pas d'opposer les générations. D'ailleurs, comme le dit Bruno Latour, on est tous concernés. C'est juste un problème d'échelle entre les générations. Donc, l'exercice consistait en fait, à partir de ce constat de désorientation. Oui. Non, peut-être que vous avez des trucs à dire sur la vision du film, qui est quand même... J'ai trouvé ce film vachement bien, moi, personnellement. Est-ce que vous voulez intervenir tout de suite à propos du film, avant qu'on commence directement l'exercice, je veux dire ? Bon, alors moi j'ai des choses à dire sur le film, et je pensais venir après. Je ne suis pas complètement satisfait par ce film, parce qu'il y a deux, trois choses qui m'ont paru étonnantes. J'en avais noté 3, je vais aller assez vite, puis après je vous laisserai la parole. Bon, l'utilisation du mot humankind pour désigner l'homme, l'humanité au sens global, qui est responsable de ce phénomène. Les Taïnos ou les Mayas ne sont pas responsables de ce qui nous arrive. Ou les Achuars, par exemple, ou d'autres peuples qui vivent en Amérique latine, c'est pas eux qui ont été à l'origine de la grande accélération de l'industrialisation et du capitalisme. Deuxième chose qui m'a embêté, c'est la métaphore de la voiture. C'est des voitures qui roulent et il suffit de reprendre le volant et tout ira bien, comme s'il y avait... il suffit qu'on se réveille, mais qu'on se réveille pour aller où ? C'est comme si la voiture allait sur une autoroute et que l'historien qui prend la métaphore de la voiture dit bon, on va prendre le volant, donc on va peut-être prendre une nationale. Et en fait, c'est comme s'il n'y avait que 2 voies possibles. Et il me semble qu'il n'y a pas que 2 voies possibles, mais une multiplicité de voies. C'est un peu comme si, d'ailleurs c'est le même qui dit il faut trouver un good anthropocène, comme si c'était possible d'avoir un bon anthropocène. C'est un peu étonnant, enfin en tout cas je ne partage pas trop ce point de vue. Enfin, 3e remarque, mais je pourrais revenir sur la métaphore de la voiture tout à l'heure. Je crois que c'est le géologue j'ai oublié son nom, qui parle de migration vers le nord, d'adaptation des populations. Et qui dit qu'on va s'adapter, puis il suffit de migrer vers le nord. Bon, on sait très bien que le déplacement des populations ne se fera pas gentiment, sans violence, peut-être avec un régime fasciste. Et puis, qui va pouvoir migrer vers le nord ? Ce sera toujours les mêmes. D'ailleurs, le point intéressant, c'est la seule femme d'ailleurs qui est dans le film, qui dit bien ce que d'ailleurs d'autres intervenants ont dit les jours précédents. C'est bien une vision occidentale, alors masculine peut-être, blanche en tout cas, qui a provoqué l'anthropocène. Voilà juste les 3 remarques que j'avais par rapport à ce film. Moi, je vais en rajouter une petite. J'ai été très choquée par celui qui était du Michigan, dans le fait qu'il était toujours en train de parler en rigolant. À un moment donné, il a dit qu'il fallait, pas que l'avenir, c'était de trouver le moyen d'avoir une planète bien exploitée. Voilà. Je crois que c'était ironique dans son propos. Hein. Je ne suis pas certain que c'était très ironique. Effectivement, je pense qu'il disait qu'est-ce qu'un bon anthropocène ? Comment on pourrait bien exploiter la planète ? Et là, on va en revenir après l'exercice de Latour. Ce qu'il propose, c'est autre chose. Oui, moi, je veux dire que j'étais un peu perdu dans le film parce que c'est un espèce de constat d'énonciation et tout. Donc, il n'y a pas d'analyse derrière. Hein. Or, je dirais, pour aborder ce problème-là, fondamentalement, et pour moi, il faut aborder les problèmes sous l'angle de la sociologie et de l'économie. Hein, c'est un mode d'organisation sociale qui a conduit à ce drame-là. Hein, on a beaucoup de civilisations qui ont vécu en équilibre avec leur milieu. Hein, et je dirais, il y a aussi, au-delà de l'économie et de la société, de l'organisation sociale, je dirais, nous, notre mode de production, le capitalisme, l'économie de marché débridée, là, a amené une vision du monde, une relation à la nature
qui est tout à fait catastrophique. Mais cette vision qu'on a, nous, de la relation à la nature n'est pas partagée par toutes les civilisations. Et alors on ne peut pas refaire l'histoire à l'envers, hein, on est là. Hein, mais il est urgent de changer de civilisation et de culture. Alors comment on le fera, j'ai un point de vue, mais on ne va pas en débattre. Mais voilà, moi je suis mal à l'aise là-dessus, parce qu'on est juste dans une espèce de constat. Oui, il y a un truc que je veux intervenir, parce que je suis pédologue et agronome. Hein. Le climat va se réchauffer, l'idée qu'on va migrer au nord, mais alors c'est d'une imbécilité absolue. La Sibérie, le nord canadien, parce que c'est l'espace disponible et tout. D'abord, vous voyez que déjà pour traverser la Méditerranée aujourd'hui, c'est quand même un peu compliqué. Hein. Il y en a qu'on en laisse beaucoup dans l'eau. Hein. Bon, je finis. Mais il n'y a pas de sol au nord. Il n'y a pas de sol. On ne produira rien, sauf en artificiel. Bon, merci. Excusez-moi, mais il se trouve que je viens de lire dans Le Monde d'aujourd'hui, je crois que y a des plantes qui ont déjà commencé à migrer vers le nord, hein, à cause du réchauffement climatique. Bon, c'est sûrement. On ne va pas se disputer sur des choses aussi techniques. Là, je peux. Avant d'oublier ce que je voulais dire. Alors, c'est vrai qu'il faut changer de culture et de civilisation, mais excusez-moi, cher monsieur, mais c'est un peu gros comme truc. Hein. Moi, je veux bien changer de culotte, mais changer de culture et de civilisation, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et j'en profite juste pour signaler que Bruno Latour donc, a déjà fait l'exercice qu'on va finir par faire entre nous. Nous sommes à Bergerac, et lui, il l'a fait à Miel, Châtel-Perron et Dompierre-sur-Bèbre. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas du tout. Mais enfin, c'est des villages de France où il a fait le même exercice avec des gens comme vous et moi. Et il n'en a pas tiré vraiment de leçons détaillées, mais enfin, il en parle un petit peu dans ce même livre. Et il dit, chaque fois que l'on commence ce genre d'enquête, on est surpris de l'abstraction des réponses. Je cite son bouquin. Et je crains que quand on parle de changer de civilisation et de culture, et même le capitalisme, enfin, hein, c'est d'accord, c'est dégueulasse et tout ça. Mais si on en reste là, je crains qu'on soit voué à l'abstraction et à se donner bonne conscience en disant oui, c'est toujours les autres, quoi. La culture, la civilisation, le capitalisme. Je comprends les critiques que vous avez adressées à ce film, mais il me semble que ce film est assez fidèle à une sorte de responsabilité enfin commune, enfin quelque chose qui nous tient tous à cœur. Il ne s'agit pas de dramatiser ni de rigoler. Enfin bon, il n'y a pas que tragédie et comédie dans la vie. Il y a la vie ordinaire, celle que nous menons, vous et moi, qui nous fait rire de temps en temps, j'espère, mais qui nous fait aussi pleurer de temps en temps. Et voilà, moi ce que j'attends un peu de cette soirée, comme j'attends des rencontres en général, c'est que nous éprouvions, nous testions un petit peu notre intention de changement, c'est vrai, on a tous de très bonnes intentions, mais de la tester un peu plus profondément que par des déclarations gentillettes ou bien par des coups de colère comme ça, mais enfin bon, je suis peut-être tout seul dans mon coin là-dessus. Allons-y. Bonsoir. 4 points. Le premier, j'ai été heureuse ce soir d'entendre parler de la survie de l'homme et pas de sauver la planète à tout prix, car la planète nous survivra, l'enjeu étant de sauver l'humain. La seconde chose, et vous en avez parlé tout à l'heure, 2 questions ont été posées lors du film. La première, c'était qu'est-ce qu'un bon anthropocène ? Pas d'anthropocène. Et une deuxième question a été posée. Quand il disait que si un extraterrestre arrive, une fois que l'homme se sera éteint sur Terre, il va se dire, mais à quoi ont-ils bien pu penser ? À mon avis, c'est la tragédie des communs. C'est-à-dire que chacun veut sa part du gâteau. On a tendance à ne pas penser à l'avenir et à la survie des générations futures, mais plutôt... quelle est la plus grosse part de gâteau que je peux manger moi tant que j'y suis ? Et l'esprit humain est ainsi fait.
C'est démontré Mais non, scientifiquement. Donc, à quoi ont-ils bien pu penser? L'humain est ainsi fait qu'il pense à maximiser son bien-être à lui sans penser à côté ou plus Lui, tard. c'est nous, c'est vous, c'est moi. Voilà. N'oubliez pas. Bon. Et enfin, n'a pas été abordée la question du transhumanisme. Un Donc, peu dans le film. un on voit tout des petit images. peu, voilà. Bon, je pense par exemple à l'homme génétiquement modifié ou l'homme augmenté. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques avant que... Non, alors tu voulais dire des trucs. On passe à l'exercice ? Je voulais juste Oui. repréciser. Sur le transhumanisme, effectivement, on voit un tout petit peu quelques images. C'est pas vraiment abordé. On a abordé un peu cet aspect, il me semble, les derniers jours, en parlant de. Et d'ailleurs, dans le film, c'est comme si la technologie pouvait nous sauver. Après, il ne faut pas être anti-technologie. Moi, j'ai des lunettes. Sans les lunettes, je ne suis pas persuadé que je ne vous verrai pas, par exemple. Certains sont appareillés, n'entendraient pas. Donc, le transhumanisme, c'est aussi ça. Bon. Si l'homme ne boit pas pendant une semaine, il meurt. Un Oui. homme génétiquement modifié. Je voulais revenir sur la métaphore de la voiture et les pistes, justement, pour éviter ce que tu disais très justement, Gilles. Alors, il me semble qu'il ne faut pas... En gros, et puis je reviens du coup à l'exercice, c'est comme si on avait deux voies possibles, soit l'autoroute, soit la nationale. En gros, là, ils nous disent, l'autoroute, c'est mort, hein, il faut prendre la nationale, on ralentit, on prend le contrôle de la voiture. Finalement, moi ce que j'aimerais, c'est arrêter la voiture et descendre de la voiture. Je pense que ça serait quelque chose de plus intéressant. Et la tour, il dit, on a un croisement, en fait. En gros, vers où on va, d'ailleurs, le titre, c'est où atterrir. Soit la voie sans issue, c'est Trump. OK, clairement. Hein. Les États-Unis, c'est, je crois aujourd'hui, je vais peut-être dire des bêtises, non, c'est 17% du CO2 dans le monde, du CO2 dans le monde. Donc, la voie sans issue, c'est Trump. Donc, il faut aller à l'inverse de ce que fait Trump. Ensuite, l'autoroute, ça serait cette mondialisation débridée, freinée, techniciste. Mais il y a aussi quelque chose il y a aussi une troisième voie, ça serait le retour en arrière. Et aujourd'hui, il me semble qu'il y a une tendance de retour au local, mais un local fermé, un nationalisme fermé. On le voit avec le Brexit, le Frexit, etc. Et je pense que ce retour à un local fermé, la Tour le dit mieux que moi, est aussi en tout cas une fausse piste pour sortir de ce qui nous arrive. D'où, peut-être, on stoppe la voiture, on descend de la voiture, on descend le talus, et on essaie de voir une quatrième voie qui soit à l'exact opposé de la voie sans issue. Donc c'est l'exercice qu'il propose, c'est-à-dire un territoire qu'on serait amené à définir. Donc je crois que le tableau apparaît derrière, si je ne fais pas d'erreur. Il pose ces 5 questions. Ça marche, ok. Ce territoire, un territoire qui serait à défendre, et moi ça me fait penser aux ZAD, les zones à défendre. Enfin, je veux dire, voilà, que ça soit à Sainte-Foy-la-Grande, à Notre-Dame-des-Landes ou la ZAD de Bénac actuellement, c'est un territoire qui a été du coup défini, précisé, qu'on veut défendre parce qu'on tient à quelque chose. Donc ça peut être, sans parler forcément, alors je suis d'accord avec vous, hein, on ne parle pas beaucoup de sociologie dans ce film, il y a beaucoup de sciences dures, mais sans invoquer les démons du capitalisme, on peut aussi construire des choses et tenter de défendre un territoire parce qu'on l'a défini, on l'a construit, c'est la vallée de la Dordogne et on y tient. Voilà, donc je ne sais pas si déjà vous avez commencé à réfléchir à ces mots. Alors, je ne vais pas vous donner tout de suite le résultat de ce que ça a pu donner, j'en parlerai un peu tout à l'heure, mais chez les élèves, oui. En fait, il faut penser un peu comme les cahiers de doléances de 1789, quand en hiver et au printemps 1789, dans les villages de France, on demande leur avis, entre guillemets, aux 3 ordres de la société. En fait, on a beaucoup de conflits de voisinage. Hein. C'est surtout ça qui ressort dans les... Et le territoire était plus restreint, on n'avait pas de bagnole, il n'y avait pas Internet, donc le territoire était peut-être beaucoup plus identifiable qu'aujourd'hui. Hein. Y a un élève qui m'a dit que son territoire, c'était Internet. Je trouve ça très intéressant, d'ailleurs. Son territoire, c'est Internet, quoi, c'est le monde. Le penser comme une sorte de cahier de doléances, même si là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Latour, parce que lui, c'est vrai que ça a été une sorte de révolution, hein, ce dispositif. Mais ce qui est remonté des cahiers de doléances a quand même été filtré, entre guillemets. Hein, c'est-à-dire que c'est pas... voilà. Oui.
Non, je voudrais juste ajouter que le cahier de doléances, tu as raison, c'est une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut, enfin une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut. On n'est pas en 1789, mais tout de même, moi je retiens de cette idée que c'est une solution ou le traitement des choses qu'on adopte en temps de guerre, en temps de crise. Et il ne faut pas oublier ça pour nous aujourd'hui. Quand on va essayer de répondre à ces questions, on va essayer d'y répondre légèrement, bien sûr. On ne va pas se prendre au sérieux. Mais il ne faut pas oublier cette affaire, c'est que l'Anthropocène, c'est aussi la guerre. Hein. La Tour rappelle quelque part que Trump a déclaré la guerre à tous les États, autres que les États-Unis, en leur disant le CO2, c'est pour vous. Nous, on n'en a rien à foutre, mais on va vous le balancer dans la gueule. C'est une déclaration de guerre en juin 2017. Et évidemment, personne n'a reçu ça comme une déclaration de guerre, mais c'en est une quand même. Hein. Oui, on a décidé de continuer à conduire tout droit dans le mur. Hein. Mais pourquoi ? Parce que nous, on a une voiture blindée, on n'en a rien à foutre des passagers ou de je ne sais pas quoi. Nous, on est protégés, c'est pas pour nous, c'est pour vous. Et il ne faut pas oublier ça. On ne va pas taper sur ce pauvre Trump non plus, mais n'oublions pas que c'est risqué. Que l'Anthropocène, ça veut dire que à quoi pensait-il ? En tout cas, il savait. Nous savons l'Apocalypse, même si elle est joyeuse, nous savons que c'est une crise, hein, et que ça rigole pas, ça, hein, que c'est un truc. Donc, si on veut arrêter le truc ou aller ailleurs, comme tu disais, il faut savoir qu'il va y avoir des morts, hein, c'est marrant, c'est exactement ce que m'a dit un élève. Monsieur, il va y avoir des morts. Ça commence comme ça. C'est vrai. Il y en a déjà d'ailleurs. Hein, oui, il y en a déjà plein. Les réfugiés climatiques. C'est vrai que, dire qu'en gros on va vous balancer notre CO2 et on s'en fout complètement, la Tour dit c'est comme s'il avait envoyé les tanks. C'est une déclaration de guerre, c'est évident. Moi, je voulais dire un petit truc. Depuis 5 jours, on est inondé d'images avec une espèce d'orgie de tout ce qu'on peut consommer, l'air, l'eau, qui arrive à la pollution, etc. Ceux qui ont suivi. Hein. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est le sable. Le sable est la deuxième ressource exploitable au monde, et on n'a plus de sable pour construire. Où est-ce qu'on va habiter ? Il faut savoir qu'à Dubaï, ils vont chercher le sable en Australie, ils vont défoncer le Pacifique, il y a déjà des centaines d'îles qui ont disparu, pour construire. Ils sont au milieu du désert, ils ne peuvent pas se servir de leur sable qui est trop rond et qui n'adhère pas avec le ciment. Dans quoi ils vont habiter ceux qui arrivent derrière ? Parce que le bois, on descend toutes les forêts. Le sable, il n'y en a plus. Dans quelques années, il n'y en a plus du tout, Ce sont des milliards de tonnes par an qui sont... D'accord. Donc, je ne comprends pas, moi. Parmi les éléments qui nous permettent de Naturel. subsister, on va noter le sable. Même si on peut inventer d'autres formes d'habitat. Oui. Alors, c'est dans quel ordre, je ne sais plus. Oui, peu importe. Là, vas-y. Bon, moi, c'est juste pour décentrer le regard. Moi, ce qui me manque aussi là-dedans, c'est le regard du géographe. Parce que vous parlez de territoire. Le regard du géographe. Et en fait, on doit se situer par rapport à son territoire. C'est-à-dire qu'en fait, on doit se poser la question, moi, à mon échelle, parce qu'on a parlé d'échelle, qu'est-ce que je peux faire concrètement chaque jour ? Et ça peut commencer par ça. Ensuite, avec qui je peux faire autre chose ? Et donc là, on changera d'échelle. Et je crois qu'il y a la prise de conscience, elle doit être aussi par rapport à ce... Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par paysage ? Non, c'est pas paysage, c'est le territoire que l'on pratique. Le territoire que l'on pratique. Voilà. Je peux Parce que c'est ça que ça veut dire un paysage aussi. Hein, c'est l'alliance de l'homme et de la nature. C'est aussi une perception d'un territoire par une personne. Oui. Alors je vais essayer de répondre parce que un collègue géographe, moi je suis plus historien que géographe, mais en France c'est bien, on n'a pas opposé les deux. C'est pas mal. Bien, tu parles du territoire perçu, du territoire vécu, ou ce genre de notion-là.
Il y a deux choses dans ce que tu dis. La notion de territoire à définir. Alors, la tour parle de terrestre plutôt que de son territoire à lui. Il appelle ça un attracteur terrestre. Donc, c'est pas seulement le territoire, mon quartier que j'habite. Voilà, ça va plus loin que ça. Et justement, c'est très difficile comme exercice. Vous en êtes rendu compte, puisqu'il faut. Moi, j'ai eu du mal. Finalement, les élèves. Enfin, s'ils ont eu, mais ils ont réussi, donc il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Et il faut vraiment, c'est pas évident, il faut changer sa vision du monde. Il faut descendre de la voiture, donc déjà, et pas penser qu'on va ou reculer, ou aller à gauche, ou avancer moins vite, mais descendre de la voiture et avoir une nouvelle, enfin une perception différente du terrestre, quoi. Et le terrestre, ça peut être aussi, je le disais, Internet. Comme dit Latour, c'est ni le local ni le global, c'est le tout, c'est un tout. C'est ce territoire, c'est entre le local et le global. Quand tu dis, ta deuxième truc, c'était, on fait d'abord à une petite échelle, on essaye d'agir à une petite échelle, c'est ce que tu voulais... Ah oui, à grande échelle, du coup, et après, donc à petite échelle. Oui, si je peux me permettre c'est un problème de mots, c'est vrai, mais c'est compliqué. Et effectivement, il n'y a pas de mots pour ça. Je veux dire, cette terre que l'Anthropocène nous livre maintenant entre nos mains, puisque c'est nous qui l'avons faite, il n'y a pas de mots pour ça, puisque même territoire va pas bien. Alors, on évite terroir, parce que terroir ça fait local, ça fait pétainiste, etc. On évite terre avec un grand T, parce que la planète, ah oui, c'est très beau, c'est ce qu'on voit depuis la Lune. Mais ni vous ni moi n'allons aller sur la Lune pour voir cette magnifique perle, cette bille bleue et blanche qui est la Terre. Dans le film, on dit beaucoup « Ah, comme c'est beau ». Et le cosmonaute américain dit « Nice shot ». C'est putain de vue, quoi. Hein, c'est super vue. Et quand ils disent shot, ça veut dire aussi tirer dessus. Hein, donc, il n'y a pas de terre avec un grand T, il n'y a pas de terroir avec un tout petit T. Enfin, c'est pas de ça dont on veut parler. Territoire va pas mal. Alors, c'est vrai que la tour propose le terrestre avec un petit T. Mais c'est un mot de plus, c'est un mot comme un autre. Et c'est vrai que c'est très difficile à dire, cette terre qui est en fait pas du tout la terre ronde comme une bille, mais la terre plate sur laquelle nous vivons, hein. Vaguement bombée à l'horizon, mais cette mince couche de terre, c'est ça le terrestre. Et elle est sous nos pieds, elle est là, quoi. Et c'est très difficile à entendre ça, enfin, à sentir, même si je crois que nous le sentons tous plus ou moins de temps en temps, mais c'est très difficile à tirer hors de l'abstraction dans laquelle on a fourré la terre, le territoire, etc., quoi. Oui. Alors, je rebondis sur ce que vous dites, parce que j'ai entendu dans ce documentaire quelque chose qui m'a effrayée, c'est-à-dire que l'homme est différent de la nature. J'ai entendu ça. C'est vrai, je crois. Je ne suis pas la seule. Oui. Mais c'était pas la leçon du film quand même, hein, le non, film. Mais c'était au début du film, et j'ai trouvé ça étonnant. Et je crois que pour faire cet exercice, si on veut bien penser que l'on fait partie intégralement de la nature, qu'on a encore cette faculté d'être sauvage, on ne fera pas de différence entre la nature et l'homme. Et c'est quand même le grand problème. Oui. Même dans votre discours, j'ai l'impression qu'il y a une différence tout le temps. On est sur cette terre, mais comme une fleur, comme n'importe quel élément naturel. C'est quand même la base de la réflexion. Enfin, il y avait une autre leçon du film qui était aussi tout est artifice. N'oubliez pas ça. Ce que vous appelez sauvage et nature, c'est entièrement l'œuvre de l'homme. Hein. On vient de découvrir en Amazonie, dans des lieux improbables, des terres complètement désolées, des traces de 1500 villages très habités. Et maintenant, on sait qu'il n'y a pas de forêt privée
primaire. Hein. La forêt primaire, c'est le jardin de l'homme, comme dirait Gilles Clément s'il était là. Hein. Et c'est son truc. Il dit ce que vous appelez nature, c'est le jardin. C'est le jardin qui se disait paradis en vieux persan. C'est-à-dire une terre jardinée, pas du tout une terre abandonnée, sauvage, wild, comme disent les Américains. Non, non. Enfin, quand même, on voit bien la différence quand il y a eu les traces de l'homme, quand il y a eu le travail de l'homme sur la nature, et quand il n'y a pas eu le travail de l'homme. Non, non, je vous assure que non. Il n'y a nulle part sur Terre, Il n'y a pas plus et d'espace. c'est d'ailleurs l'une des leçons de l'Anthropocène. Si l'homme est la première force géologique, c'est aussi... Voilà pourquoi ils hésitent à dater l'Anthropocène. Certains disent, mais l'Anthropocène, ça date de 10 000 ans. Et d'autres disent, oh non, il faut remonter un peu plus haut encore. Bon. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a nulle part sur la planète de lieu à humain. Je veux dire, Il n'y a plus. Il n'y en a jamais eu. Enfin, si, peut-être lors Si, du il y a Big très, très Bang. longtemps. Mais c'est vrai, attends, je voudrais juste développer un peu cet aspect. C'est vrai que espace naturel, on a beaucoup entendu parler, ça n'existe plus d'espace naturel. Catastrophe naturelle non plus, contrairement à ce qu'on peut entendre dans les médias. Les catastrophes ne sont plus naturelles. Et effectivement, vous avez raison, il y a des choses qui m'ont un peu gêné dans le film. Je vois, oui, mais je ne crois pas que la plupart des entre guillemets penseurs de l'Anthropocène séparent, justement, au contraire, hein, on l'assemble. Je sais plus, peu importe, qui parle de l'homme qui contrôle la nature, mais enfin, ça aussi, c'est dans cette la capacité qu'a l'homme à contrôler la nature, je trouve ça assez quand même paradoxal et un peu ambitieux. Hein. Ça, c'est un peu gênant, c'est l'idée de contrôler cette nature à tout prix. En fait, on la contrôle plus ou pas. Alors, 1 et 2. Alors, moi, je vais revenir à la question, et malgré ce que vous venez de dire tous les deux, tous les trois, je vais quand même dire dans ce dont on a besoin, la nature, c'est-à-dire le minéral, le végétal, l'eau et les êtres vivants dont nous, l'entraide et la dignité. Entraide et la dignité. Oui, je reviens à la... L'entraide et la dignité, c'est pour dans cette partie-là. Jean-Luc. Merci. Et par contre, est-ce que vous pouvez juste, on n'entend pas très bien, il y a un problème de retour où mettre le micro assez près de la bouche. Comme ça va comme ça. C'est mieux, oui. Moi, je vois deux enjeux là qui me viennent de ce film et de cette discussion. Deux enjeux, donc deux difficultés finalement. Alors on parle de l'Anthropocène, et c'est un phénomène planétaire, effectivement, et puis Latour et vous-même et les autres intervenants l'ont bien expliqué. Et alors que là, on nous ramène au territoire. Et donc l'enjeu et le travail, ça va être de passer du territoire, de quelque chose qui nous est commun et familier, à quelque chose qui va intéresser toute la fine couche donc, de la planète. Donc ça, c'est un premier enjeu, une première difficulté. Comment faire, je n'ai pas la réponse, mais comment faire cette transition? Une fois qu'on aura répondu à ça, on peut même imaginer qu'on ait une réponse commune, et comment cette réponse commune peut intéresser l'universalité. Comment faire qu'une réflexion puisse être universelle. Voilà, donc ça, c'est le premier enjeu là, qui m'interpelle. Et le second, je crois que c'est uniquement la femme dans le film, la scientifique suissesse qui parle de désir. Quoi qu'elle dit want, mais ça a été traduit par désir, ce que j'aime beaucoup, parce que c'est ça aussi qui manque. C'est-à-dire, quel va être le moteur de ce changement? Et moi, je ne connais pas d'autre moteur, enfin, en tout cas dans ma vie à moi, mais j'imagine que je ne suis pas le seul, que le désir, que l'envie. Or, depuis que l'homme pense, me semble-t-il, peut-être que tu me corrigeras, Gilles, le désir, c'est le désir d'un but. Il y a un but, une fin, une issue. Et que le deuxième enjeu, donc, c'est que il faut changer le lieu du désir et que le désir devienne le chemin plutôt que le but. Oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est quand on désire, on veut surtout désirer, continuer à désirer. Il faudrait laisser une terre qui laisse à désirer. C'est ça qui serait bien. Mais la terre de l'Anthropocène, justement, elle laisse plus rien à désirer, puisque on nous dit c'est foutu, quoi. Hein, ça y est, le CO2, il fait son boulot, et donc c'est bien ça l'importance du désir. Pour poursuivre sur le désir, non. Je peux lui répondre juste sur l'universel.
Moi, j'ai un peu des problèmes avec l'universel, quoi. J'aime bien l'universalisation. Universaliser, oui, mais trouver l'universel comme une chose, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, et j'aurais trop peur de me faire traiter d'occidentalo-centré. Enfin, hein. Le capitalisme est universel, et ça me plaît pas du tout, quoi. Hein. Donc, je ne sais pas ce qui est universel et que je pourrais signer. C'est pour ça que j'ai du mal avec l'interrogation, l'exercice de Bruno, parce que je ne sais pas bien simplifier les trucs, quoi. Voilà. Universel, c'est peut-être aussi le respect des singularités, du coup. Mais voilà, c'est un peu difficile, cette articulation. Puis sur le désir, si on prend le triangle girardien, le désir, c'est aussi désirer ce qu'a l'autre. Et si on pousse ça dans l'anthropocène, lors du protocole de Kyoto, quand on a dit aux pays du Sud, bon allez, vous arrêtez les émissions de CO2, tout le monde était au même niveau, mais certains pays du Sud en développement ont dit, eh oh les gars, au 19e siècle, au 20e siècle, la France et la Grande-Bretagne qui ont épuisé les ressources d'Afrique et d'Asie, et nous, on ne pourrait pas faire ce que vous avez fait. Et bon, on désire aussi s'industrialiser, alors qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est pour ça que voilà, le désir, ça peut aussi pousser à nouveau vers cette autoroute. Enfin, c'était juste cette remarque-là. Non, moi, c'est juste basique. Il y a une chose qui me vient à l'esprit, c'est l'envie, la vie. C'est tout. Mais il faudrait écrire envie avec un tiret entre en et vie, quoi. Ça, c'est super. Ah oui, envie, d'accord. Oui, je voudrais réintervenir parce que, grosso modo, l'idée d'anthropocène, c'est que quand même l'homme a vécu dans une relative harmonie avec son environnement, avec les écosystèmes, sans modification profonde, on va dire, jusqu'au début du XXe siècle. Et donc, de ce point de vue-là, les impacts, les écosystèmes, les fonctionnalités des écosystèmes, c'est-à-dire que les services écosystémiques rendus par la nature, donc je rappelle qu'il y a les services supports, il y a les services de régulation, il y a les services de production, il y a les services culturels, on ne va pas faire un débat entier là-dessus. Ces grands services n'ont pas été modifiés par l'homme de façon fondamentale, à la marge sûre, etc. Bon, on peut discuter, hein, mais fondamentalement, je dirais, l'écosystème planétaire n'a pas été modifié profondément par l'homme jusqu'au XXe siècle. Et on n'a pas porté atteinte de façon majeure à ces écosystèmes. Le problème se pose depuis effectivement les années 50 où l'impact est cette fois-ci violent et effectivement aujourd'hui beaucoup d'écosystèmes sont mis, les services offerts par les écosystèmes sont mis à mal par, je dirais, l'activité humaine. C'est ça l'anthropocène. Et effectivement, aujourd'hui notamment, tous les sols les plus fertiles sont accaparés par l'homme et l'homme est en train de les détruire. Par exemple, entre autres, la modification de la flore des forêts primaires par l'homme qui a introduit des arbres fruitiers qui lui étaient utiles, etc. Fondamentalement, l'homme a modifié un peu la composition de la flore, mais il n'a pas modifié le fonctionnement de l'écosystème. Il a simplement, je dirais, dévié légèrement le fonctionnement du système en sa faveur pour en récupérer des fruits. Mais fondamentalement, il n'a pas modifié le système. Hein, il n'a pas modifié le système. Aujourd'hui, on est en train de modifier le système d'une façon violente. On est en train de faire abstraction qu'on n'est que l'artefact de la nature. Hein. On n'est rien, on n'est que biodiversité. Hein. Donc sans la nature, on ne peut rien. Il faut s'en convaincre absolument. Hein. Et ça, la migration au nord, je vais revenir là-dessus parce que la migration au nord avec le réchauffement climatique, le problème c'est que les écosystèmes tels qu'ils sont construits depuis des millions d'années, eux ils ne vont pas migrer. Quelques espèces vont migrer, mais les systèmes ne vont pas migrer. Et effectivement, on va changer d'air parce qu'on ne sait pas où on va. Enfin, je crois que c'est le débat d'hier soir, hein, avec des gens comme Le Treux qui disent « ça ne sera jamais comme avant ». Effectivement, ça ne sera jamais comme avant, mais on a quelques soucis majeurs à avoir. Enfin, je ne veux pas aller plus loin dans la discussion.
Non, mais écoutez, Ouais, si on va aller un peu plus loin, si vous me le permettez, parce que on va pas s'engueuler non plus, rassurez-vous, mais enfin, en tout cas, il n'y a pas de Kalachnikov caché. Mais non, moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites à propos de l'homme et la nature. C'est précisément, à mon avis, cette distinction que les 5 soirées de rencontres ont mis à mal. Il n'y a pas d'un côté l'homme et de l'autre la nature. C'est précisément cela qui est difficile et qui nous saute à la gueule avec l'Anthropocène, qui nous saute à la gueule avec, au sens négatif de ce terme, mais qui nous saute aussi à la gueule de manière positive, c'est-à-dire, mais enfin, peut-être qu'on va comprendre quelque chose. À quoi donc pensait-il dans le film ? Eh ben, maintenant, peut-être qu'on va se mettre à penser sérieusement, c'est-à-dire dans cette indifférence, la non-différence de l'homme et de la nature, peut-être qu'on va trouver de quoi enfin réussir peut-être quelque chose qu'on a raté. Alors on ne va pas se disputer sur les dates, vous dites 1950, d'autres disent moins 10 000, mais bon, peu importe, ça n'a pas d'importance. Oui, pour revenir dans ce que ce monsieur veut dire au niveau de la chronologie, l'homme et la nature, l'homme dans la nature, certes, mais l'Homo sapiens, c'est ce que j'avais dit au cours des jours précédents, l'Homo sapiens, c'est 193 000 ans de migration et de lutte pour la survie, suivi de 7 000 ans d'agriculture et de civilisation, de 300 ans d'industrie et de 60 ans de croissance effrénée, au cours de laquelle nous avons battu en brèche les limites naturelles de notre planète. C'est quand même, la chronologie, elle est dans ce sens-là quand même. Et elle est incontournable. Je veux juste vous répondre par rapport enfin, compléter votre intervention intéressante. 20e siècle, bon, peut-être pas l'assèchement du marais Poitevin, les polders aux Pays-Bas, c'était bien avant le 20e siècle. Il y a une transformation profonde de l'écosystème dans le marais Poitevin quand il y a eu l'assèchement. C'est évident. Donc tout ça, ça se discute, la chronologie, tu as raison. Il y a un truc que Nicolas Prignot disait qui je trouvais intéressant. Il paraît que les penseurs de gauche disent plutôt 1945 et les penseurs de droite plutôt remontent à la préhistoire. Ça me paraît rigolo parce qu'évidemment, c'est le capitalisme contre une espèce de nature, la théodicée, machin, etc. Bon, bref. Donc moi, je ne vais pas chercher. D'abord, je ne suis pas un chercheur, donc je ne vais pas vous dire quand commence l'Anthropocène. J'espère, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on n'aura plus d'Anthropocène et qu'on passera à autre chose. Alors peut-être ce problème de nature, il est lié au terme dans le film. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Il y a un des intervenants qui dit nature et c'est traduit par environnement. Alors on n'y est pour rien dans les sous-titres. Il y a quelques erreurs quand même. On a payé combien ? 200 euros. Il y a quelques erreurs dans les sous-titres, mais bon, c'est pas grave. Et rien que le terme environnement, nous sommes environnés d'eux. Enfin, c'est ce qui nous environne, c'est que l'homme est encore au centre. Ce mot d'environnement, il est nul, quoi. Et du coup, le mot nature me paraît beaucoup plus adapté. D'ailleurs, le décentrement, il est double. À la Renaissance, c'est l'homme qui revient au centre des interrogations, etc. On met Dieu, je caricature. Il revient au centre en se mettant dehors. Dieu de côté. Et puis là, on voit 68. On se voit de l'extérieur. D'ailleurs, c'est marrant, cette photo. Enfin, ces photos sont passées dans 2 films différents. Donc, ça a l'air d'être. C'est un moment important pour l'Anthropocène. On se décentre, mais peut-être qu'on pourrait se recentrer avec ce qui nous environne. Et puis, une ligne TGV. Ok, c'est pas terrible. Mais quand il y a la ligne TGV, il y a un talus, il y a un nouvel écosystème qui se met en place. Donc, sans faire l'avocat du diable, la nature, elle va aussi pas reprendre ses droits, mais prendre ses droits dans une création complètement artificielle de l'homme et inventer des choses. Donc, voilà, c'est des choses qu'il faut prendre aussi en compte, ne pas, comme l'ont dit les intervenants hier, revenir au passé, mais penser quelque chose de différent. Et j'avoue que c'est très compliqué. Je rappelle qu'Augustin Berg a passé son temps, enfin il n'est pas intervenu très longtemps, mais il a passé son temps à nous dire nature, natura, ça veut dire à naître sans cesse. Donc il n'y a pas de nature au sens d'une substance toute faite, il y a un truc qui arrive, c'est ça natura.
C'est comme la confiture. Hein. C'est un truc, bon, il faut s'en occuper, quoi. Surtout la confiture de Christine. Non, mais c'est vrai. Et le futur, c'est ça aussi. Hein. Donc, il n'y a pas de choses comme ça qui seraient à protéger ou à sauvegarder. C'est aussi sympathique que soient nos bonnes intentions écologistes. Hein. Elles se trompent là-dessus. Il n'y a pas de sauvegarde de la nature. Il n'y a pas de respect de la nature. C'est pas comme ça qu'il faut penser, quoi. Mais bon, ça y est, l'Anthropocène va nous y obliger, hein, bien sûr. Je rappelle enfin qu'il y a une chaire au Collège de France depuis assez peu de temps qui s'appelle Anthropologie de la nature. C'est pas l'anthropologie qui s'occupe des hommes, comme son nom l'indique, c'est l'anthropologie de la nature. Comme si on ne pouvait pas distinguer, en effet, et c'est le cas, entre anthropos et nature. Enfin, hein. Alors peut-être un retour en arrière. Tu disais la nature. Bah oui, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un bon anthropocène. C'est-à-dire que la séquence suivante, ça sera le naturocène. C'est-à-dire que l'homme n'y sera plus, la nature continuera de façon différente, et il n'y aura plus l'anthropos. Ça sera le naturocène, peut-être. Mais elle s'appellera plus du coup parce qu'il n'y aura pas d'homme pour. Il n'y aura personne pour le. Oui, il y a une intervention là. Le micro, il y a une main qui se lève dans le pub. C'est devant toi. J'ai vu une main qui s'est levée. Oui, moi je voudrais qu'on revienne au territoire. Je voudrais qu'on revienne à quelque chose de concret. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Tous nos modes d'action. Bon, c'est ça qui est important quand même. Parce que, comme vous le dites, si on veut plus qu'il y ait de naturocène, enfin, si on veut qu'il y ait encore un anthropocène, en fait, parce que, bon, on a envie d'être là et on a envie que notre espèce se perpétue. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Pourquoi je pense que vous avez choisi, la tour, elle parle de territoire, parce que il y a aussi cette espèce de lien, d'attachement avec notre environnement, notre territoire, et on est touché. Donc, on va avoir envie de faire des choses parce qu'on voit des choses qui nous scandalisent sur notre territoire, qui est ce qui nous environne, mais aussi planétaire, parce qu'on voit tous les images. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur ce questionnaire et qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, vous nous aidez un peu? Vous voulez bien répondre? Moi, par exemple, je me sens... on a du mal à ne pas se sentir coupable d'utiliser trop sa voiture et d'émettre donc... Est-ce que ça veut dire que dans la question... c'est laquelle? La question, comment les éléments qui nous permettent de subsister, on enlèverait la voiture? Il faut réfléchir aux moyens de transport, voilà. Hein. Oui, mais là, on demande de répondre concrètement, comme vous dites, vous réclamez du concret. Oui. Alors concrètement, à la bagnole, on fait quoi? Nos pieds, on garde les pieds quand même pour marcher. Bien sûr. Non, mais j'aimerais que les institutions, j'aimerais que mon gouvernement fasse plus pour des modes de transport, etc. Bon, donc. Une autre remarque sur peut-être le thème là. Oui. Oui, en fait, la question essentielle, je pense que vous l'avez soulevée, c'est est-ce qu'il y a une nature fondamentalement en soi, une substance, quoi, si je puis dire. S'il n'y a pas de nature, et si l'homme crée la nature ou la nature crée l'homme, ou si les deux sont indissociablement liés, à ce moment-là, pourquoi avoir cet état d'esprit de dire il faut sauver la bonne nature, si je puis dire. Vous voyez ce que je veux dire? L'homme est capable à ce moment-là de créer sa propre nature. Alors, une nature, enfin, je veux dire n'importe laquelle. Non, mais le mot de créer me paraît un peu fort quand même. Enfin bon, l'alliance de façonner. L'alliance de la nature et de l'homme, ça se dit crianza en espagnol, ou ça se dit éducation, ou ça se dit instruction mutuelle, ou voilà. C'est le mot de création me paraît un peu laissons-le à Dieu, il a déjà des problèmes. Oui, non, mais avec d'accord. Mais il faut aller au fond des choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, mais pourquoi se référer à ce moment-là à un modèle idéal qui aurait été celui d'une nature dans le passé, puisque finalement, vous dites que cette nature, elle n'existe pas en soi. Voilà, c'est ça. Non, ce que cherche à faire ce petit truc, c'est tout simplement de quoi avons-nous le plus peur, bordel? C'est-à-dire, de quoi voulons-nous vraiment nous passer? Alors, madame me dit, on va se passer de la bagnole. Pour une demande de concret, excusez-moi, mais c'est un peu abstrait quand même, parce que je ne sais pas combien il y a de milliards de bagnoles dans le monde, mais il y en a quelques-unes, quoi.
Excusez-moi, on ne vous entend pas, juste le micro. Oui. Trouver des modes de transport moins polluants, trouver qu'on ait des pouvoirs publics qui aient une action politique. Il faut parler du politique. Hein, vous avez parlé de Trump et de ses choix politiques. On a, en Europe aussi des frilosités. Et voilà. Bon, mais chacun aussi, on est engagé. Bon, et c'est vrai qu'il faut. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Chacun, nos petits pas, le colibri, etc. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas quoi faire. Alors, je vais juste te répondre sur juste deux petites choses sur nature et ontologie. Non, heureusement, parce que ça permettrait de définir ce qui est contre nature. Et en général, quand on utilise le mot contre nature, c'est pour stigmatiser des préférences sexuelles. C'est contre nature. Donc voilà, l'ontologie de la nature, ça peut aller très loin après. Donc moi, je me méfie de ce genre de choses. Concernant l'anthropocène, qu'on soit bien clair, on n'est pas dans l'anthropocène. Aujourd'hui, on est dans l'holocène. La commission stratigraphique n'a pas encore statué. On parle d'anthropocène, mais nous vivons dans l'holocène. Entre parenthèses, au début du film, la Guatémaltèque qui travaille en Suisse dit c'est beaucoup plus parlant si dans les écoles on disait anthropocène et pas holocène. Moi, j'ai appris qu'on vivait dans l'holocène, ça me parlait pas du tout. Moi, les aires géologiques, voilà, ça n'a pas transformé mon rapport à l'autre. Mais elle a peut-être raison. Ceci dit, pour en revenir au gouvernement, aux actions, aux États. Comme disait Nicolas Prignot, il ne faut pas opposer le singulier et l'espèce de truc au-dessus de nous, comme la COP21, l'ONU, etc., mais trouver une juste échelle entre culpabiliser des jeunes enfants, comme je prends juste une anecdote, une collègue qui disait aux élèves qui étaient là dans la séance scolaire, qui leur tombe dessus en disant qui pourrait se passer de son téléphone portable, etc. Vous fermez pas les portes du lycée quand il fait froid. Ça marche pas très bien. L'éducation à l'environnement, je suis désolé, c'est inscrit le développement durable dans les programmes, de tous les programmes, enfin c'est transversal. C'est pas terrible ce qu'on fait. Moi, j'ai fait ce travail dans le cadre de la mondialisation en terminale sur les débats de la mondialisation. Je trouve qu'on ne fait pas forcément très bien. Et une autre anecdote, on a mis en place, vous connaissez les délégués de classe? Les délégués de classe, ils sont élus en septembre. Il y a des éco-délégués qui existent. Donc on fait l'élection des délégués, après des éco-délégués. Cette année, il n'y avait pas un élève qui a candidaté pour être éco-délégué. Bon, il y a plein de profs qui laissent tomber, ils remplissent néant. Là, finalement, il y a un gamin qui lève la main qui dit « Oh, si, moi, je trouve que c'est important, la planète et tout ». Donc il a été élu, il y avait un candidat. Mais en fait, et on en revient en politique. Il y a des questions, pourquoi est-ce qu'on ne vote pas écolo, en gros? Enfin, si tu avais posé la question là plusieurs jours. Et là, je me suis dit, en fait, je peux faire une analogie avec ce qui se passe en classe. Les élèves, ils disent un délégué de classe, c'est vachement plus important parce que lui, il va pouvoir me défendre au conseil de classe face aux profs pour les notes. L'éco-délégué, j'en ai rien à foutre. Donc, je pense qu'on peut faire une analogie, enfin, je sais pas, c'est peut-être idiot, mais se dire que finalement, les problèmes politiques, les problèmes qui nous concernent au premier chef, c'est-à-dire les notes, le rapport avec les profs, ça nous parle. Mais par contre, éco-délégué, ça nous parle pas, à part le fait d'avoir dessiné une mascotte qui s'appelle Green Pig au collège, qui est d'ailleurs assez laide, mais c'est la seule action concrète où nettoyer les rives de la Dordogne. Bon, je dis pas qu'il faut pas le faire. Donc, culpabiliser, s'engager, je pense que cet exercice permettait de penser à une autre façon de voir le monde et de faire, mais je ne sais pas laquelle, c'est hyper compliqué. Je sais. La troisième question, non? Je ne sais pas. Tant que tu dis ça, là, nettoyer les rives de la Dordogne, je signale que entre Lyon et Marseille, le Rhône est mort par toutes les industries qui sont en dessous de Lyon. Oui. Nous vivons une époque formidable et le futur ne manque pas d'avenir. Ce que je proposerais, des éléments à garder pour que nous puissions subsister. Je pense qu'aujourd'hui, avec les semaines passées, avec tout ce qui nous tombe sur la tête, nous pourrions stocker l'eau et dans le même temps diminuer nos douches et développer les odeurs. Ben voilà une proposition concrète. Oui, d'accord. Je la cache. Une autre intervention, je donne juste quelques pistes des résultats des élèves, c'est pas être intéressant, mais je vais pas tout dévoiler.
Je pensais à la bagnole, là, dont on vient de parler aussi. Donc, alors, au fond, la voiture, elle fait partie de la liste de ceux dont on dépend, mais elle fait aussi partie de la liste de ceux contre qui on voudrait bien s'opposer, quoi. Ah, donc, c'est embêtant. On s'oppose à ce dont on dépend, donc c'est... On voit que ces cahiers de doléances ne sont pas faciles du tout. Ce qui m'a étonné dans la première question, de quoi avons-nous besoin pour subsister? Je crois que c'est comme ça. Non, mais de quoi on dépend? Est-ce que personne ne répond à la question de quoi dépendons-nous? De l'eau, de la nourriture, de l'air. L'eau, oui, donc elle est partout, là. De mon salaire, excusez-moi, mais bon, sans ça, moi, je ne peux pas bouffer. Brigitte Allain. Oui. Moi, alors je ne sais pas, c'est quelque chose qui est peut-être une obsession chez moi, mais de quoi dépendons-nous pour subsister? Il faut se nourrir. Il faut se nourrir, et je suis un peu étonnée parce que il y a un petit moment que le débat est commencé et on ne parle pas de ça, comme si c'était effectivement, je dirais, naturel, que ça tombait du ciel. Ça pourrait tomber du ciel, mais c'est pas vraiment comme ça que ça se passe quand même. Et effectivement, se nourrir, pourquoi moi j'ai porté justement à l'Assemblée nationale cette idée, et j'ai fait rentrer dans la loi l'idée de projets alimentaires territoriaux. Pour subsister sur un territoire, il faut manger, il faut se nourrir. Et il faut se nourrir à partir des ressources naturelles, de nos ressources naturelles. Oui, on ne mange pas n'importe quoi, on ne mange pas n'importe comment. Donc voilà, et c'est naturiculture, ça se dit aussi cuisine, hein, je veux dire, les deux trucs, quoi. Et de fait, cette idée du manger local, elle est avant tout prendre en compte nos propres ressources, ne pas les épuiser, mais aussi prendre en compte le fait qu'on n'a pas le droit d'épuiser les ressources des autres. Parce que c'est vrai que, et j'aime le café, je suis très gourmande, je mange du chocolat, mais... Vous seriez prêt à vous en passer? On est prêt à s'en passer. J'aurais du mal à m'en passer, donc je le dis clairement, mais c'est vrai que ce sont des choses auxquelles on doit penser. Si pour notre plaisir de boire du café, du thé, manger du chocolat, Voltaire a déjà dit ça, hein, au XVIIIe siècle. Meurent de faim, ça crée quand même un vrai problème. Alors ce n'est pas s'enfermer de manger local, hein, mais c'est prendre en compte toutes ces choses-là et prendre en compte le fait qu'on ne se nourrit que finalement de la terre, de la photosynthèse. Alors, juste pour préciser ce que la Tour dit dans une conférence, pour la question subsister, c'est si on n'a pas ça, on meurt. Oui. C'est pour on soit bien précis. Hein. Alors, elle a raison, manger. Oui, non, mais justement, je fais le lien avec ce que vous avez dit. Alors voilà, en gros, le nuage de mots des élèves pour cette première question. Le mot agriculture est apparu une fois. Ce qui revient le plus, c'est l'eau. Ça revient assez régulièrement. Il faisait peut-être chaud ce jour-là, je sais pas. Amis, argent, proche et loi. Voilà les mots qui sont le plus revenus. Alors il y a aussi téléphone. J'étais étonné parce que je pensais qu'ils ne pouvaient pas subsister sans leur téléphone. Peut-être en fait il est tellement ancré qu'ils pensent qu'il est déjà en eux et que voilà. Mais le mot agriculture est apparu. Et la récurrence est apparue une fois. Ça m'a étonné aussi, comme vous. Alors est-ce que vous voulez réagir sur d'autres questions, peut-être sur les ennemis? C'est plus facile les ennemis, moi je trouve. Ou on peut... avec qui on peut s'allier, je ne sais pas. Ou revenir sur le film, si vous voulez. Nos ennemis, tu veux faire nos ennemis? On vous a distribué des crayons? Oui, vous avez des crayons. Comment dresser la liste de... Alors, ça peut être des objets donc humano-humains, hein, contre qui nous souhaitons nous opposer. Vas-y, Catherine. Alors, parce que moi, je l'avais fait avant, hein, j'avais pas compris qu'on allait le faire ensemble. Bah, c'est surtout le vilain petit canard, hein, comme d'hab.
Donc les bétonneurs, les promoteurs, on en revient au sable parce que c'est à ça que je pensais. La disparition des terres agricoles pour toutes les zones d'activité pourries que nous font nos politiques. Les industries et l'agriculture polluante, la publicité et le nucléaire. Le nucléaire. Et la bonne nouvelle, je rigole, un peu jaune, c'est que notre gouvernement vient d'allouer 37 milliards pour notre réarmement nucléaire. Ah bon, on a besoin de se réarmer? On a déjà de quoi faire sauter 12 fois la planète, il faut se réarmer? C'est génial. On va faire sauter les autres planètes. Il y a une question, je sais pas. Donc j'ai vu il y a quelques jours sur Arte Théma, un documentaire sur le plastique. Donc je crois que c'est vraiment un énorme problème. Ce 7e continent, on n'en parle pas. Enfin, on en parle, mais on ne voit jamais. On ne voit jamais d'images. On ne sait pas ce qui peut se passer si des hommes, des pays, des associations essayent de faire quelque chose pour l'éliminer ou au moins déjà le limiter, je ne sais pas. Donc moi, ça m'interpelle. Le film le montrait assez bien. On en parlait un petit peu à un moment donné. Il y a aussi quelqu'un qui a fait des images sous-marines. Oui. Au large de l'Indonésie, je crois, on voit très bien, c'est assez impressionnant. Hein. Oui, donc en gros, les microplastiques sont partout, les méduses les ingèrent, les poissons ingèrent les méduses et on les retrouve dans nos assiettes. Oui. Bon, ça, c'est un problème, mais moi, je pense beaucoup au peuple indien, au peuple brésilien, par exemple, à tous ces gens-là qui sont vraiment dans la misère complète. Et quand on voit les images de ces gens avec des tonnes de plastique autour, enfin, moi, je ne sais pas pourquoi là on n'agit pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça ou au moins aider? Je sais pas. Alors je sais qu'il y a bien sûr le Colibri. Il y a beaucoup de gens qui font. Il y a une banque plastique. Il y a deux ingénieurs qui ont monté une banque plastique et qui vont dans ces pays et qui permettent qui aident les jeunes à récolter le plastique et en contrepartie de cette récolte, ils les récompensent par des petits dons, etc. Bon, ben voilà, ce sont des actions que moi je trouve vraiment très fortes, mais malheureusement très minimes, quoi. Non, mais il y a un mot, je ne sais plus s'il est prononcé dans le film, mais c'est encore un mot évidemment fourre-tout. Alors c'est le mot de démocratie. Je veux dire, la solution, c'est quand même que nous soyons tous concernés, mais parce que, je veux dire, bien sûr qu'on est tous concernés, mais qu'on soit concernés sérieusement, c'est-à-dire qu'on nous demande notre avis, bordel, quoi. Alors que, évidemment, quoi qu'il arrive, en général, personne, enfin, on ne demande l'avis à personne, sauf à des élections où personne ne se présente plus parce que, comme les élèves, ils ont compris que c'était de la blague, quoi. Le maréchal Sissi vient d'être élu avec 97% des voix des Égyptiens, paraît-il. C'est évidemment complètement faux, mais ça fait les premières lignes de tous les journaux, quoi. Et c'est complètement débile de dire ça, quoi. Alors voilà. Alors c'est vrai que le mot démocratie, c'est gentil, il nous fait bien plaisir. Et il ne veut pas dire grand-chose, mais enfin, moi, si je devais dire juste un truc, c'est que, pour répondre à toutes ces questions, je veux que tout le monde se prononce. Voilà, tout le monde. Maximum de personnes se prononcent. On ne va pas demander leur avis aux bébés, peut-être, hein, et encore, mais bon, pourquoi pas d'ailleurs, mais au moins qu'il y ait un maximum de gens, c'est-à-dire qu'on me dise, écoute, ce qui arrive, c'est toi qui l'as voulu. Parce que pour l'instant, notre problème à nous, c'est ça. On nous montre qu'il nous arrive des tas de trucs dans la gueule. On nous dit, c'est vous qui l'avez fait, mais personne ne l'a jamais voulu. On ne m'a pas demandé mon avis pour aller extraire le pétrole, quoi. C'est absolument sûr. Ce que je disais au début, le vous, ça désigne quand même un système et quelques firmes, etc. Pour l'océan, c'est comme vous avez vu les porte-conteneurs qui aspirent de la flotte et qui vont traverser et rejeter les trucs. C'est vrai qu'une ZAD à Bénac ou une ZAD à Notre-Dame-des-Landes, c'est plus facile que faire une ZAD océan. Enfin, c'est très compliqué. Bah oui, l'océan zone à défendre, ça serait pas mal, mais c'est un emboîtement d'échelle qui est très compliqué. Enfin, voilà. Un camion benne de plastique par minute dans l'océan. Un camion benne de plastique par minute. Oui. En fait, le plastique, j'avais cru comprendre que c'était fantastique. Par contre, c'est ce qu'en fait l'homme.
l'homme utilise l'emballage, le plastique, mais après, au lieu de le jeter dans des lieux spécifiques, il les jette dans la nature. C'est ça le fond du problème, me semble-t-il. Vous allez chez McDo, il y a un tas de gens qui partent sans sortir de leur voiture de chez McDo et mangent au bord de la rivière et jettent sans aucun scrupule tous les emballages. Donc, est-ce que l'homme va prendre conscience qu'il va falloir agir autrement? Et ensuite, il y a autre chose aussi concernant ce contre quoi je me battrai en premier lieu, c'est effectivement la pub qui est plus qu'envahissante. En deuxième lieu, les GAFA. Les GAFA qui inondent tout le monde et qui aujourd'hui paraissent absolument indispensables à tout vivant. Et quelques autres, les 90 entreprises, Exxon, Texaco, etc. Mais alors, ça veut dire que vous coupez d'Internet complètement? Pas totalement, non. GAFA. Pas totalement, non. Sur quel ordinateur vous allez aller pour... Je ne sais pas, de façon pas plus... Apple en tout cas, donc du coup. Pardon? Pas Apple. Vous n'utiliserez pas Google comme moteur de recherche? Pas forcément, il n'y a pas que ça. Ma fille m'a appris qu'il y avait des moteurs de recherche éthiques. Je Quant, connaissais pas. c'est Quant, un moteur de recherche française. Quant, c'est pas du tout éthique. Quant, c'est autre chose. Alors attends. Lilo, quelqu'un peut m'expliquer ce qu'est Lilo et je sais plus quoi là. Christine, derrière toi, il y a une Ah pardon, il y avait une question. Alors, on reviendra sur les moteurs de recherche après. Pardon, excusez-moi. Non, pardon, c'est juste pour revenir sur la question du plastique. Pour énormément de produits, on a quand même encore le choix entre un emballage plastique ou carton, par exemple. Mais étant donné le coût du pétrole aujourd'hui, le plastique reste le moins cher. Et la plupart des consommateurs aujourd'hui achètent le produit le moins cher. Enfin, on n'a pas tous la possibilité de payer plus cher quelque chose qui est environmentally friendly. Enfin, aujourd'hui, ici, on est tous sensibles à ces questions, mais il y a des tas de gens qui peuvent pas se permettre de payer plus cher quelque chose qui est plus respectueux de l'environnement ou qui, aujourd'hui, sont pas assez sensibilisés pour consentir à payer une prime pour quelque chose plus respectueux de l'environnement. Ils sont peut-être même pas du tout informés. Donc là, oui, les pouvoirs publics, peut-être, des campagnes publicitaires, mais ce ne sera jamais fait parce qu'il y a un lobbying tellement fort de toutes ces entreprises qui produisent du plastique. Moi, je suis désillusionnée sur ce point. Le plastique, et les conséquences du plastique terribles. Le sable, 100% du sable de la planète aujourd'hui contient des microbilles de plastique qui sont évidemment ingérés par les poissons, puis ingérés par les hommes qui mangent les poissons, et c'est une des causes majeures d'infertilité. Là, on peut aller à la perte de l'homme. L'homme qui est plus fertile, il n'y a plus d'hommes. C'est un problème gravissime. Mais... Ok, donc du coup, le plastique, peut-être on pourrait le mettre... Pour compléter les deux points de vue là, qui ont été donnés, c'est moi. Pardon. Oui. Moi, ce que je trouve scandaleux, en parlant du plastique et de la publicité, c'est tout ce qui est le greenwashing, en fait. Cette idée que les entreprises s'achètent une bonne conscience. Regardez, il y a un truc qui est caractéristique, moi, depuis très longtemps, et tout le monde l'a peut-être fait, mais je remarque les emballages qu'utilise McDonald's et tout le travail que fait McDonald's autour des emballages. Il y a quelques années, dans les années 80, vous aviez beaucoup de plastique, des choses très dures et qui ne se respectaient pas du tout. Maintenant, ils ont beaucoup de papier. Et ils nous font croire que c'est du papier qui est recyclé. Alors que dans ce papier, il y a du plastique. Et ils sont passés du rouge au vert. Voilà, et ils sont passés du rouge au vert, bien sûr. Oui, c'est ça le greenwashing. C'est ça. Donc là, on est dans le greenwashing, et je crois que ça, c'est encore plus insupportable que le reste. Ça m'embête qu'on parle de McDo ce soir, mais bon, c'est comme ça. Juste pour revenir sur la publicité, du coup, c'est l'ambivalence du désir, Jean-Luc. Parce que la publicité, c'est justement créer ce désir de posséder. Mais je suppose que c'était pas le désir dans le sens auquel tu l'entendais. Oui. Oui, par rapport à cette question du plastique, souvent on a tendance à résumer le plastique juste aux emballages. Mais le plastique, c'est le pétrole, quoi. Hein. Ben oui. Donc, bon, quand on dit qu'est-ce qu'il faut supprimer, je me pose la question. C'est le pétrole, quoi. Parce que il va le se plastique, supprimer tout seul, c'est fossile. C'est cette chaise qui est en face de nous, c'est dans nos voitures, c'est partout le plastique. C'est les jouets des enfants, et le continent, le 7e continent, qui est fait de plastique, il n'est pas juste fait d'emballage, quoi. Et dans les choses à éliminer, au-delà du pétrole,
peut-être en même temps. Pour moi, c'est les systèmes capitalistes et spéculatifs. C'est surtout les systèmes spéculatifs. Parce qu'à partir du moment, aussi longtemps qu'on pourra spéculer comme on le fait aujourd'hui, de manière, puis avec une impunité qui est vraiment outrancière, on voit bien que ces machines-là, aussi bien qu'on fasse les uns et les autres pour, je dirais presque, se sauver entre nous, là. Mais voilà, quoi, c'est vraiment ce monde-là de la spéculation qu'il faut combattre. Il ne faut pas perdre ça de vue. Il y avait un président de la République qui avait dit ça, mon ennemi c'est la finance, mais hélas, personne n'a cru. Est-ce que quelqu'un peut prendre... Personne ne l'a cru. Je pense qu'il le pensait peut-être, mais sauf qu'il n'a pas... Non, sûrement pas, non. Je ne sais pas s'il le pensait. Non, c'est une bêtise. En tous les cas, oui, mais enfin, moi je pense que vraiment, c'est bien là que doit être notre combat. Mais c'est pas en le disant démagogiquement comme ça. Oui, mais on traduira bien. On dit plein de choses démagogiques ce soir. On essaye d'éviter. On fait que dire des choses démagogiques dans ce cas-là. Non, peut-être utopiste, mais pas démagogique. Oui, non, avant Bernard, j'aimerais qu'on réponde sur les moteurs de recherche. Éthique, soi-disant. Alors, j'ai entendu quelque chose. Quelqu'un peut prendre la parole dans le public pour m'expliquer ce que c'est. J'ai entendu, voilà, mademoiselle. Et après, promis, on te redonne la parole. Alors, il y en a un qui s'appelle Lilo, L-I-L-O, et en fonction, à chaque fois qu'on fait une recherche, ça collecte des gouttes d'eau, et à chaque, avec des gouttes d'eau virtuelles, c'est ça, un truc voilà, comme ça, des gouttes d'eau virtuelles. Et ensuite, on va sur, on clique sur un lien, on voit en bas ou sur le côté. On accède en fait à des associations ou à des programmes ou à des projets et on donne le nombre de gouttes d'eau qu'on a collectées à un tel ou un tel ou un tel. Et en fait, ça se transforme en argent pour eux. Et je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et l'autre, il s'appelle Ecosia. Ecosia. C'est E-C-O-S-I-A. Ouais, je crois que c'est ça. Et on va laisser finir mademoiselle et après il va compléter. Et là, en fonction des recherches qu'on fait, on participe à la plantation des arbres dans le monde. Donc on ne va pas avoir une recherche égale un arbre, mais au fur et à mesure, on voit à combien de plantations d'arbres on a participé. Ok, vous vouliez compléter ? Oui, je voulais compléter. Il existe un troisième moteur de recherche éthique qui est associatif et qui est français, qui s'appelle EcoJine. C'est la contraction entre ecological et engine, moteur. C'est français, c'est associatif. Alors là, il s'agit pour ce moteur de recherche, premièrement des associations loi 1901 qui s'occupent concrètement d'actions en direction de l'environnement et de la nature sous forme de dons qui sont reversés une fois par an et ces associations sont choisies par le vote des internautes. Ensuite, la deuxième action, il s'agit de compenser le carbone émis par l'ensemble des internautes qui effectuent des recherches grâce à ce moteur de recherche-là. Et c'est compensé comment, du coup ? Alors, c'est compensé en... le nombre de clics permet d'évaluer le nombre de tonnes de carbone. Ça oscille entre 20 et 50 tonnes. Et ensuite, il y a un cours du carbone et l'association a décidé d'attribuer ce montant à une association qui s'appelle Pur Projet, qui aide des communautés villageoises dans le bassin amazonien, dans la zone péruvienne, et qui permettent de reboiser des zones de la forêt primaire qui ont été déforestées pour
cultiver de la coca. Et donc ces communautés villageoises, principalement, cultivent du cacao, enfin des cabosses de cacao, sous la forme de permaculture et d'agroforesterie sous des arbres de haute tige. D'accord. Et ensuite, ces communautés villageoises sont aidées pour avoir des ruches et de la pisciculture également. Enfin, ce genre de choses-là. D'accord. Donc il y a des alternatives à Google, évidemment. Bernard. Alors, c'est Ecogine, E-C-O-G-I-N-E. D'accord. Oui, si vous voulez. Ecogine. Donc, Lilo, Ecosia, Ecogine, je pense qu'on peut tous rechercher. Et c'est hébergeur à quoi, en plus? Donc là, on est dans le territoire. Oui, Bernard. Je voulais revenir sur les plastiques. Alors bien sûr, je suis, comme le monsieur, je suis outré par les gens qui balancent le plastique par les portières de voiture ou même à pied. Par contre, le problème, c'est que je me suis laissé dire que bientôt, même le plastique envoyé en déchetterie va avoir de très gros problèmes de recyclage, parce que la Chine devient exigeante, ne sera plus la poubelle à plastique du monde. Donc la Chine commence à resserrer ses... C'est pas grave, il y a le Vietnam. Pardon? Les Chinois envoient leurs ordures au Vietnam aujourd'hui. Enfin, je veux dire, on trouve toujours un Chinois ailleurs, si j'ose dire. Les Chinois ont transféré leurs industries polluantes au Vietnam aujourd'hui. Donc, vous inquiétez pas, on trouvera peut-être. Il y a l'Antarctique. Oui, alors après, par contre, concernant les moteurs de recherche et puis les systèmes d'exploitation, le fameux GAFA, il y a un système qui est un logiciel libre qui s'appelle Linux et qui permet d'échapper au système. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens se disent ouais, mais si je prends Linux, je vais plus pouvoir envoyer mes fichiers, parce que il faut savoir que Linux, c'est un développement de base, c'est-à-dire que c'est vraiment la base du système. Et Microsoft, si vous éditez un fichier ODT par exemple, un fichier Word, enfin ODT, il n'aura aucun souci pour être lu par des gens qui sont avec Microsoft, avec Google ou avec Apple. Voilà. Et alors, là, je vais en venir vraiment à ma question. Qui sont, à mon avis, les pires de la planète? Alors, dans l'ordre ou dans le désordre, bien sûr, les puissances de l'argent. Ça, c'est ce qui fausse tout. Le nucléaire, civil et militaire. Parce que je crois qu'ils sont quand même imbriqués, les deux. Hein. Ceux qui veulent du nucléaire civil, ceux qui se disent, tiens, ce serait pas mal qu'un jour on puisse quand même, avec nos petits déchets, là, faire une petite bombe pour emmerder le voisin. Il faut savoir qu'en France, pour éviter le problème de Bure, c'est un enfouissement des déchets ultimes nucléaires, in aeternam vitam. Donc là, dans l'Anthropocène, on va sûrement le retrouver quand on va fouiller, enfin, quand les futurs archéologues vont fouiller. Donc, Bure, le gros problème de Bure, c'est que c'est au milieu d'un système citoyen. On est au milieu du pays. Alors, EDF a contourné l'emmerdement et commence à construire à Belleville-sur-Loire une méga piscine pour pouvoir immerger les déchets ultimes, donc ceux dont on ne pourra jamais plus rien faire, mais qui ont une puissance redoutable. Ils vont les mettre là-dedans. Alors pour l'instant, c'est de l'entreposage. C'est qui ils vont les mettre? C'est vous et moi, n'oubliez pas. EDF Areva. Il paraît qu'on est en démocratie. Hein. Voilà. Donc ils sont en train de construire une grande piscine et ça va être, ça nous, comme dit l'autre, hein, ça va nous péter un jour à la figure et ça nous pend comme des ronds de frites. Et les centrales, c'est pareil. Quand on voit Fukushima, ils avaient oublié qu'il pouvait y avoir un tsunami quelque part. Bon, en France, il y a quand même des zones qui sont... et Greenpeace, je voudrais saluer leur exploit, parce que quoi qu'en dise une députée, il fallait tirer à vue. On va lui tirer à vue aussi à elle quand elle va faire un excès de vitesse. Greenpeace a quand même soulevé le problème de l'accès non sécurisé des centrales. Tirer un feu d'artifice au milieu d'une centrale, c'est quand même gonflé.
et c'est quand même révélateur. Voilà. Et peut-être beau d'ailleurs, je ne sais pas. Oui. Allez-y, allez-y. Je suis absolument contre cette opposition entre capitalisme et social, environnemental. Pour moi, il ne peut pas y avoir de projet durable sans qu'il soit rentable économiquement viable. Ça me semble absolument nécessaire pour créer des nouveaux projets. Il le faut. Merci de dire ça dans cette assemblée de révolutionnaires gauchistes. Non, mais du four solaire développé au fin fond de l'Afrique, il faut que ce soit rentable, à l'agriculture bio, il faut que l'agriculteur gagne de l'argent, aux ingénieurs qui vont se regrouper pour créer des matériaux alternatifs au plastique, il faut que ça leur permette de gagner de l'argent, voire pire, il faut même pouvoir spéculer sur ces projets, car ces gens-là, avant de pouvoir mettre en œuvre tout ce qu'il faut, ont besoin de fonds. Et il faut que des gens croient en eux et soient capables de leur prêter de l'argent, donc investir, de spéculer. Investir, c'est pas spéculer, c'est pas tout à fait la même chose. Ah si, spéculer, c'est-à-dire penser qu'ils vont retomber gagner plus d'argent plus tard. Ils vont prêter aujourd'hui, l'ingénieur va récolter tout cet argent et avec le projet qu'il va réussir à monter, il va pouvoir rendre à ceux qui leur ont prêté de l'argent plus que ce qu'ils ont mis. C'est absolument nécessaire d'être rentable économiquement pour pouvoir créer des nouveaux projets environnementalement viables et socialement viables. C'est nécessaire selon moi, on ne peut pas opposer. Comment faire autrement ? Ok, merci pour votre remarque. Moi, j'aurais juste une ultime, peut-être dernière question. Dans tout ce que vous avez dit, il y a eu des gros mots, des grands trucs, démocratie, machin, des acteurs précis, la finance. Et il n'y a pas d'objets ou d'animaux. Parmi les élèves avaient placé dans les réponses des ennemis, il y avait frelons par exemple. Il y en a qui détestent ça. Mais c'est marrant, on a parlé de nature, mais les animaux, les non-humains de façon générale, les microbes, les trucs qu'on a sur les mains, tout ça, n'apparaissent. Ce soir, ne sont pas apparus, alors que vous nous avez dit que l'homme ne doit pas être séparé de la nature. Et dans beaucoup des réponses à vos questions, c'est surtout les humains qui apparaissent le plus, que ce soit via les acteurs ou les organisations. Est-ce que certains avaient évoqué les bêtes, les insectes, les Parce qu'on ne peut pas vivre sans manger, mais on ne peut pas vivre non plus sans bactéries. Bah oui, j'en ai plein, moi, par exemple, j'en ai dans mon nez, là. Oui. Non, attention, sans micro, on n'entend pas. Elle a dit la pollinisation. Tu veux ajouter quelque chose, Evelyne ? La disparition des abeilles. Le gros problème, c'est la disparition des abeilles et donc le problème de la pollinisation et donc de nos arbres fruitiers, la nourriture. Donc ça, je pense que c'est un gros souci. Donc les bestioles apparaissent pas beaucoup. On va, à moins qu'il y ait une dernière... Ah si, Thierry, tu vas peut-être conclure. Ah non, là-bas, vous n'allez pas vous assassiner, il y a Catherine qui est en train... Je rajoute une phrase au sujet à ce que vient de dire Evelyne. Alors... Quand il n'a pas sa citation, c'est la FAO. C'est la FAO qui dit ça. Sur les 100 cultures qui produisent 90% de l'alimentation mondiale, 71 dépendent du travail des abeilles. Et en France, les apiculteurs ont perdu 50 à 60% de leurs ruches. Thierry. J'avais juste une question cynique et ouverte pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de démocratie. Depuis le début de la soirée, on parle d'éthique, on parle de remise en question, de changement, on parle de ce que le système capitaliste nous a mené par ses dérives. On est à peu près tous d'accord sur le constat, on est tous d'accord sur le fait que le monde vers lequel on va, il est voué au désastre, donc il faut le changer. Tu parlais de démocratie, et la question ouverte que je pose, c'est si on posait la question aux gens, à tous les habitants du pays ou de la Terre, est-ce qu'on est prêt non pas à changer de monde, si on voulait changer de monde, tout le monde est d'accord pour dire oui, mais dans le bon sens, pas dans le mauvais. Dans le bon sens, évidemment. Mais est-ce que vous seriez prêt, vous, de façon individuelle, à remettre en cause vos mœurs et votre mode de fonctionnement dans votre quotidien pour y arriver, de façon individuelle? C'est ça la question. C'est bien la question, oui. Non, mais dans les... Bien sûr, il y en a plein qui le font déjà, oui. Je ne sais pas si tu étais là pendant les rencontres, mais on a déjà abordé ce truc. Et on a dit, le problème de la responsabilité individuelle, c'est que ça dilue tellement
ça nous fait porter sur chacun de nos épaules, hein, chacun de nous, que finalement, ça nous fait juste fermer notre gueule, quoi. Parce que quand on dit « et toi, et toi, et toi », bon, bah d'accord, on okay, renonce. Je rentre chez moi dans mon trou et je ferme ma gueule. Non, il ne faut pas non plus faire taire tout le monde, tu comprends. Ça fait taire tout le monde. Quand on dit « c'est de notre faute à tous, un par un », on nous fait taire, quoi. Oui, et puis en plus, c'est un problème qu'on connaît tous, mais qu'au quotidien, on oublie. Parce qu'on ne le voit pas, ce problème de visu. C'est ça. Quand on se lève le matin, on ne voit pas que la planète va mal. Et l'autre déni, c'est l'indifférence. Mais c'est vrai qu'en rapportant ça à une action individuelle, on risque de basculer vers l'indifférence, comme la culpabilisation d'ailleurs. D'où cette échelle entre les gouvernements, les États et l'individu, trouver un moyen de faire du commun ensemble, faire commun, c'est difficile. Allez, la dernière remarque. Oui, à moins que... Il y a une chose qui, je pense, même sans parler de démocratie, mais de vivre ensemble, c'est déjà la connaissance, c'est-à-dire l'information. Moi, j'avoue que si on projetait ce film à la place du journal de 20h sur TF1, je pense qu'on aurait beaucoup plus d'adhérents au changement. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on vit ici en Dordogne. On est entouré d'une nature qui est très sympa, tout ça. Et on n'imagine pas ce que peut-être certains Africains, certains Asiatiques vivent aujourd'hui de cet anthropocène. C'est-à-dire, nous, on est dans un milieu protégé et on s'imagine que tout le monde, bon an, mal an, est à peu près dans la même. Alors que je pense qu'il y a des situations dramatiques. Et je dirais que, contrairement à ce que disait l'intervenant dans le film, moi je dis qu'actuellement, on ne vit pas, bien sûr, pas une comédie, on vit carrément une tragédie. Ça va, à mon avis, mal se terminer. Enfin, se passer du journal des 20h, c'est une très bonne idée. Oui. La télévision, moi, je l'ai mis dans la dernière case en bas, là, les ennemis. Donc, dernière question, peut-être. Une dernière non, c'est pas une question. Attends, excuse-moi Jean-Luc, juste un truc, parce que l'opposition, elle a eu lieu 3 fois, là. Genre, nous, les riches du Nord, etc., et la pauvre Afrique, l'Asie. Attention, l'inégalité, elle est à toutes les échelles. Il ne faut pas avoir une vision plein de préjugés de l'Afrique. Il y a des villes en Afrique et des quartiers en Afrique qui sont beaucoup plus proches qui ont un niveau de développement fort. Il ne faut pas projeter l'Afrique dans un ensemble de préjugés de pauvres Africains qui vivent dans la... Ouais, non, mais c'est vrai, voilà. Parce que, voilà. Non, mais il y avait Jean-Luc. Bon, alors Jean-Luc est la jeune qui est au milieu. Merci pour la distinction. Non, je voudrais revenir sur cette histoire de finances qui m'a rappelé aussi que la première soirée. Alors à la fois, on ne souhaite pas l'hyperfinanciarisation de la société, en même temps, la finance peut aussi rentrer dans la deuxième case de ce qui dépend de nous. Je rappelais simplement ce que je disais la première fois. Ce qui dépend de nous, c'est la finance aussi, c'est ce qu'on en fait, parce que c'est pas un mal par nature, ou la justice aussi, comme le rappelait Valérie Cabane. Parce que, et l'anecdote que je rappelais la première soirée est la suivante, c'est qu'au mois de janvier, je crois, il y a une boîte qui s'appelle BlackRock, qui est le premier fonds de pension américain, qui a décidé de ne plus apporter son concours aux entreprises qui ne respectent pas les accords de Paris. Je trouve que c'est un signe. Ou du greenwashing. Non, c'est pas du greenwashing. Non, mais ça pourrait... C'est parce qu'effectivement, il continue à compter sur la cupidité des actionnaires, oui, bien entendu, mais ça devient vertueux. Ok. Oui, le marché est moralisable comme toute chose. Mademoiselle. Oui, alors je voulais juste revenir sur le terme anthropocène. D'un point de vue géologique, je trouve que c'est un petit peu prétentieux de parler d'anthropocène aujourd'hui, parce que en fait, tous les âges géologiques ont été déterminés en fonction des traces qu'on a laissées, et on ne sait pas encore quelles traces on a laissées. Donc je parlerais plutôt d'âge que d'un terme relatif à l'échelle des temps géologiques. D'air, par exemple, plus âge que R. Voilà, c'est ça comme que vous voulez dire. il y a eu plein d'âges qu'on a passés, et on est encore au présent, en fait. Et pas encore dans le passé, puisqu'on ne sait pas du tout quelle taille, comme il parlait dans le film, on aura peut-être
notre marque, elle sera peut-être toute fine, elle sera peut-être épaisse, ça dépendra des endroits, et ça, c'est vraiment un terme géologique. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent, on confond les choses, on parle d'ère de l'Anthropocène. Hier, c'était The Age of Mankind, l'âge de l'homme. Et c'est vrai que là-dessus, vous avez raison de rappeler que c'est pas tout à fait la même échelle. D'ailleurs, c'est pas l'homme qui est la force géologique majeure, ce sont les activités humaines, certaines activités humaines. On dit souvent, on définit l'Anthropocène par l'homme. Bien, bon, on va s'arrêter là. Si tu veux, on en avait parlé tout à l'heure, je ne voulais pas qu'on se quitte sans évoquer le régional de l'Étape, qui est né à Sainte-Foy-la-Grande et qui s'appelle Élisée Reclus. Je crois que beaucoup de gens le connaissent ici. Il a écrit en 1864 de l'action humaine sur la géographie physique. Et dans ce texte, il dit notamment « L'homme est devenu un véritable agent géologique, au même titre que l'érosion et les tremblements de terre. Ils ont transformé la surface des continents, changé l'économie des eaux courantes, modifié les climats eux-mêmes. » 1864. Et même Jean-Baptiste Lamarck en 1817 qui dit « On dirait que l'homme est destiné à s'exterminer lui-même après avoir rendu le globe inhabitable. » Lamarck, 1817. Et pour revenir et finir sur Élisée Reclus, là où le sol s'est enlaidi, là où toute poésie a disparu du paysage, les imaginations s'éteignent, les esprits s'appauvrissent, la routine et la servilité s'emparent des âmes et les disposent à la torpeur et à la mort. Ah, super, c'est vraiment gentil de terminer là-dessus. Une proposition pour terminer, une proposition. Ceux qui veulent nous laisser... Oh, attends, ah oui, il a une déclaration à faire, oui, c'est vrai. Ceux qui veulent nous laisser... Après, je lui laisse faire sa déclaration. Ceux qui veulent nous laisser ça, je propose de faire un nuage de mots avec ce que vous avez écrit. On le mettra sur le site de Tapage. Ça pourrait être intéressant. Merci. Merci à tous. Oui. Bien sympa. Donc, ton annonce, Bernard. Excusez-moi, je ne voulais pas interrompre le débat. Oui. Simplement pour signaler que l'UFAL 24, l'UFAL, c'est l'Union des familles laïques, organise une conférence débat de Jean-Michel Toulouse le samedi 14 avril à la Maison des syndicats. Et il faut savoir que la laïcité, défendre la laïcité, c'est défendre le plaisir de vivre ensemble. Ok. En tout cas, ce qui est intéressant avec cette enquête, c'est que c'est très compliqué, mais qu'on arrive quand même à dire plein de choses. Merci.